Ça va beaucoup mieux. Donc, notre conférence est maintenant a été mise par Yasmine enregistrée sur Facebook pour que vous puissiez la voir ou la transmettre ultérieurement. Voilà, je vous dis bonsoir à tous, bonsoir de Jérusalem, d'Israël, où nous avons le plaisir, pas pour la première fois, et c'est donc un honneur supplémentaire d'accueillir notre ami Shlomo Balzan. Shlomo Balzan, qu'on ne sait plus comment présenter, éducateur, formateur. Quelque part, il m'a écrit dans la dédicace d'un de ses livres, Chasseur de mémoire, chasseur de traces. Voilà, je crois que ce sont plus des qualificatifs. Il a un métier qui est tellement particulier, une passion qui est tellement spéciale que j'allais dire le mettre dans n'importe quelle définition, ce serait un peu trop limité. Ces dizaines et ces dizaines d'actions et de travail au sein du peuple juif, de l'éducation informelle, de la mémoire, et aussi, et j'ai eu le plaisir, comme je vous l'ai dit, de le lire à travers un livre très, très personnel qui s'appelle, je ne l'ai pas sur moi, donc je ne veux pas faire d'erreur, Le baume et la licorne, si je me trompe, voilà, où il a retracé un petit peu l'histoire des deux familles, de celle de son père, de celle de sa mère. Et je crois que ce soir, et c'est bien qu'on est un petit peu, j'allais dire, un petit peu en cercle intime, pour diverses raisons, nous raconter un petit peu un pan beaucoup plus particulier. En général, avec Shlomo, nous avons une vision très globale, très importante de l'histoire, de la grande histoire du peuple juif, des moments difficiles de son histoire à travers des épisodes parfois douloureux et difficiles. Et je crois que ce soir, on a le plaisir de rencontrer un Shlomo Balzan beaucoup plus intime à travers l'histoire tout simplement de sa maman, qui est une histoire très particulière évidemment. Il pourrait en être autrement, c'est une histoire qui recouvre aussi l'histoire de la Shoah et l'histoire du sionisme et l'histoire d'Israël et l'histoire de la communauté juive de France. Et voilà, je nous souhaite à tous une bonne conférence. Je sais que ça sera intéressant, même passionnant, je dirais, comme d'habitude. Je vous remercie de participer, de nous envoyer vos remarques ou vos questions au fur et à mesure de la conférence. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore, Shlomo, d'avoir répondu. Je remercie tous nos fidèles amis que je ne peux pas citer les uns avec les autres, qui ont voulu venir assister avec nous, même si c'est encore en Zoom pour quelque temps, et de se revoir très bientôt ou à Paris ou à Jérusalem. Toda Rabba. Merci, Avi. Alors, on va parler pas seulement de ma maman, mais un peu de ma maman, sa mémoire. Elle est décédée en 1995. Ma mère est montée en Israël en 1936. Alors, la première question que je me suis posée quand j'ai commencé à écrire sur ma mère, c'est de savoir qu'est-ce que c'est de faire son aliyah en 1936. Alors, en 1936, on est 3 ans après la prise de pouvoir par Hitler. Et depuis la fin des années 20 et dans le début des années 30, il y a effectivement beaucoup d'efforts pour que les gens montent en Israël. Alors, le plus bizarre, c'est que quand je montre les photos que vous voyez maintenant à l'écran, c'est des affiches de l'agent juive et du Keren Hayesod et de l'appel unifié pour Israël. Alors, ça ne s'appelle pas du tout appel unifié pour Israël, ça s'appelle Help Him Build Palestine, ça s'appelle United Palestine Appeal, et c'est marqué en yiddish et en anglais et un peu. Et il y a Je t'interromps juste, Shlomo, pour savoir si tout le monde a à l'écran ton PowerPoint. Yasmine, tout le monde voit? c'est bon. Oui, on voit, on a fait le test. Okay. Alors, c'est marrant parce que quand je raconte ça aujourd'hui et que je montre ces affiches, personne ne comprend de quoi je parle. Quand on parle de la Palestine dans les années 20 et 30, on parle d'autre chose qu'aujourd'hui. Et je me rappelle même que quand Paul Rothman a créé le Bnei Akiva à Paris, il y avait marqué jeunesse juive traditionnaliste pro-palestinienne. C'était dans les années 46-47, avant la création de l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas très bien. Alors, c'est quoi monter en Israël en 1936? Il faut bien comprendre d'abord qu'on est 3 ans après la montée de Hitler et qu'il y a un effort qui est fait de dire aux gens qu'il faut monter en Israël et qu'il faut aider les gens en Israël pour construire Israël.
Et ma mère est montée en 36 et on va voir dans quelle atmosphère elle est arrivée en Palestine britannique ou en Israël d'aujourd'hui. Premièrement, dans les années 30, il faut bien comprendre que le monde est fermé aux Juifs, c'est-à-dire les Juifs qui commencent à vouloir sortir d'Allemagne. Au fur et à mesure que Hitler assure son pouvoir, eh bien, le livre blanc britannique sur la Palestine existe, c'est-à-dire que depuis le début des années 30 et même après un peu plus, le livre blanc interdit de monter en Palestine britannique. Même les USA sont fermés. Il y a on voit ici à droite une caricature où on voit la Statue de la Liberté qui dit Keep out, tirez-vous, l'Amérique est fermée. En tout, il n'y a que quelques 50 000 Juifs qui ont réussi à entrer en Palestine dans les années 30. Et en Amérique, oui. Juste, est-ce que vous pouvez passer les diapositives parce que ça ne passe pas? On est resté sur la première. On ne voit pas le. Oui. Ça marche là? Non, il faut se mettre en mode présentation en fait. C'est comment je dois faire là? Waouh! Ou bien avec la flèche, descendre, comme ça. Cliquez sur le numéro 2. Comme ça, là. On voit là. On voit juste la première diapo. Oh, je ne sais pas comment faire. Regarde en bas, Shlomo, en bas de l'écran. Ouais. Et mets-toi en mode. Non, mais je ne sais pas le faire, ça. Ça a toujours marché, je ne comprends pas, là. Oh là là. Oui. Et là? Voilà, là, c'est bon, c'est très bien. Là, là, c'est très bien. Ouais, voilà. on va le faire comme ça. Oui, donc, l'Amérique est fermée. On voit une caricature qui montre la statue de la liberté qui dit Keep out. Et le plus bizarre, c'est que celle qui a écrit ce qui est marqué sur la statue de liberté, Give me all the poor of the world, donnez-moi tous les pauvres. C'est une juive, Emma Lazarus, qui est venue en Amérique juste après les premiers pogroms en Russie en 1880. Et tout d'un coup, l'Amérique, à partir de 1924, commence à fermer ses portes de plus en plus. Et plus Hitler se renforce et monte dans son pouvoir, et que les Juifs veulent partir, notamment d'Allemagne, eh bien, il n'y a aucune possibilité. Mais il y a encore autre chose qui arrive. Quand ma mère veut faire son alia en 1936, il y a la grande révolte arabe qui commence en Israël. La grande révolte arabe, justement, contre l'alia des Juifs. Après la montée de Hitler au pouvoir, il y a une énorme révolte arabe en Eretz Israël qui va commencer en 1900. Ça marche là? Vous m'entendez? OK. En 1936 va commencer la grande révolte arabe en Israël, dont on va parler. Et c'est-à-dire que ma maman, quand elle va monter en Israël, elle va tomber à une période incroyable. La grande révolte arabe, on tire partout, partout. C'est très dangereux de se balader en Palestine britannique. Les Britanniques ont fermé la porte de la Palestine pour avoir un visa et on va voir comment on va l'obtenir. C'est très difficile. Le monde est fermé. Hitler commence à monter de plus en plus au pouvoir et on est après les lois de Nuremberg en plus. La guerre n'a pas encore commencé, mais c'est à ce moment-là que ma maman a décidé de faire son alia. Donc, ce n'est pas du tout évident dans quel cadre on fait son alia. Donc, j'ai toujours posé des questions à maman, elle n'a toujours pas répondu. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles elle ne m'a pas répondu. Pourquoi elle fait son alia à ce moment-là? Alors, on voit là, c'est bon? C'est passé? OK. Alors, qui est ma maman? Ma maman, Myriam Heinhorn, elle est venue de Pologne quand elle était toute petite avec son père, Jacob Heinhorn, et des frères et sœurs, dont on va parler tout à l'heure. Et elle habite dans l'île Saint-Louis.
ils habitaient la fondation Alphen, qui existe encore au 12-10 rue des Deux Ponts à Paris, que vous connaissez bien sûr. Et dans la fondation Alphen, dès le début des années 20, il y a un local des éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Alors, ma maman, qui va faire sa bat mitzvah, c'est ce qu'on voit ici, initiation religieuse à la synagogue des Tournais, en 1927, maman va rentrer très rapidement au ZI, puisqu'ils sont dans le même bâtiment. Dans le bâtiment où elle habite, au 10-12 rue des Deux Ponts, la fameuse fondation Alphen, qui avait été créée pour des immigrés juifs qui viennent de Pologne. Ma maman vient de Pologne, où elle est née, à Gorlitz, à côté de Cracovie. Elle commence à travailler aux éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Là, on la voit dans une colonie des ZI. Alors, c'est une des… Là, je montre avec la flèche, je ne sais pas si on voit. Ça, c'est ma maman. Et elle est madricha, elle est monitrice, animatrice, on dit, aux éclaireurs israélites. Mais j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps de Levana Frank sur l'histoire de la Shomer Hatzair en France. Et il y a tout un groupe d'EI, c'est ce groupe-là, qui va plus tard rejoindre la Shomer Hatzair. Ils vont rejoindre les sionistes et les sionistes socialistes. Et ce qui est marrant, c'est que la madricha de ma mère, la responsable, ma mère était madricha des petits, mais elle-même, elle a quelqu'un au-dessus d'elle. La dame qui est là, tout à fait à gauche, sur la rangée ici, s'appelle Madame Lou Kadar. Lou Kadar va monter en Israël aussi en 1935 et elle va devenir ensuite la secrétaire particulière de Madame Golda Meir. C'est-à-dire qu'au sein des ZI, il y aura une espèce de scission. Beaucoup vont rejoindre les groupes sionistes et sionistes socialistes, notamment la Shomer Hatzair, et maman va grandir dans une atmosphère extrêmement sioniste, et elle veut partir en Israël, notamment Lou Kadar pousse les jeunes, c'est maintenant qu'il faut partir, c'est maintenant qu'il faut partir, quelles que soient les difficultés, on monte en Israël. Et ma mère arrive en Israël, donc, en 1936. Elle reçoit, alors là, on voit Jewish Agency for Palestine, l'agent juif pour la Palestine. En hébreu, c'est Sochnut Hayudit d'Eretz Israël. Et elle reçoit des Britanniques la carte d'identité palestinienne. Donc, ma mère a une carte d'identité palestinienne. Il y a même marqué, à un moment, il y a marqué qu'elle est juive. Race Jewish, race juive. Ils sont sympas, les Britanniques. Et qu'est-ce que fait ma mère? Alors, quand tu fais ton alia, il n'y a pas de Merkaz Klita, il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'hôtel pour les Olim, il y a des tentes. Et ma maman appartient au mouvement Echalutz, qui vient juste de créer un kibbutz qui s'appelle Shrunat Borochov, le quartier de Borochov, le grand idéologue du mouvement sioniste socialiste, et ils vont créer un kibbutz qui va devenir ensuite une ville. C'est un kibbutz pas agricole, ils ne font pas d'agriculture, on va voir de quoi ils s'occupent, et ça s'appelle kibbutz Abacharut Asocialistit, le kibbutz de la jeunesse socialiste. Et maman, alors on la voit ici, ma mère, elle est à droite, ils habitent dans des tentes, et c'est quoi leur boulot? C'est d'être collés, ils ne sont pas loin de Tel Aviv, Shmunat Borochov, c'est vraiment pas loin de Tel Aviv, ils vont créer un kibbutz pour récupérer des gens pour le mouvement ouvrier qui habitent en ville. On ne va pas s'occuper seulement d'agriculture, on va également construire le pays. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils ont construit une ville qui s'appelle Cholon. Aujourd'hui, c'est une belle ville. Alors, leur boulot, c'était avec des ânes et des charrettes d'enlever le sable et d'enlever le sable. Aujourd'hui, ce kibbutz s'appelle Givatayim. C'est une des très belles villes à côté de Tel Aviv, à côté de la mer. Et ils ont commencé à construire le port de Tel Aviv. C'est-à-dire les premiers, les Chaloutzim,
ces pionniers-là ne s'occupaient pas trop d'agriculture, ils construisaient le port de Tel Aviv. Il y a beaucoup de chants là-dessus. On construit un port, et ils ont établi petit à petit des quartiers qui vont devenir beaucoup plus tard des quartiers résidentiels, mais il s'agissait de construire la ville de Holon, de déblayer les sables, des dunes de sable, et de commencer à construire le port de Tel Aviv. Le frère de ma mère qui est monté avec elle, un des frères, Emmanuel, on voit aussi au centre, lui va être membre de la Haganah, parce qu'on est en 36, 37, 38, c'est la révolte arabe, et le frère de maman va être un combattant de la Haganah. Il va s'occuper de se battre contre les incursions des Arabes qui avaient à cette époque-là et qui étaient extrêmement violentes. Il y a des meurtres, on essaye de tout faire pour que les Juifs ne s'installent pas ici. Mais et les Britanniques, ils ne savent pas encore de quel côté ils sont. Ils ont fermé les frontières d'Israël à cause des pressions des pays arabes. Et d'un autre côté, ils doivent quand même défendre la population juive. Et ils sont entre les deux, mais ils ne sont pas forcément du bon côté. Et ce qui est marrant, c'est que mon oncle, le frère de ma maman, va vraiment se battre contre les Britanniques, va être même responsable de trouver des armes pour commencer à organiser la résistance juive, la vraie résistance juive, qui va être la Haganah. Surtout, lui, il appartient à la Haganah. Et voilà à peu près comment ils ont commencé leur vie en Israël. Seulement, il y a un problème. Maman travaille donc au kibbutz Bacharut socialiste, la jeunesse socialiste. Ils vont créer un kibbutz, ils vont monter finalement un kibbutz qui va s'appeler Glil Yam, qui existe encore à côté de Herzliya, pas loin de Givatayim. Ils vont créer un kibbutz qui s'appelle Glil Yam. Seulement, quand maman commence à habiter au kibbutz, il y a un problème. Il y a une menace terrible. On s'approche de l'année 42 et les bruits qui courent en Palestine britannique, Rommel arrive. Effectivement, l'armée de Rommel, l'Afrika Korps, commence à s'organiser en Tunisie et commence à vouloir partir de la Tunisie. Le plan est d'aller vers l'Égypte et traverser la Libye, aller vers l'Égypte et la Palestine et conquérir la Palestine des mains des Britanniques et l'Égypte. Et l'Afrika Korps, c'est quelque chose de terrible, terrible. Il y a une menace terrible sur la terre d'Israël et la Palestine britannique. Rommel arrive. Donc en 1942, il y a des affiches partout en Palestine britannique. Fais ton devoir, on voit l'affiche ici à gauche. Rejoins les ATS, Auxiliary Territorial Service. Le service territorial, c'est on demande aux Juifs d'Eretz Israël, aux Juifs de Palestine, de s'engager dans l'armée britannique. La menace de Rommel est tellement grande et tout le monde pense qu'entre Rommel et Montgomery, Rommel est beaucoup plus fort, le renard du désert, il va tout gagner. Il est clair qu'un jour ou l'autre, l'armée allemande va débarquer en Palestine. Et maman va s'engager dans l'armée britannique. 5 000 jeunes femmes et 30 000 jeunes gens juifs vont s'engager dans l'armée britannique, ce qui va devenir plus tard, qui va prendre plus tard le nom de brigade juive. Donc maman va être soldate dans la brigade juive. Elle va s'engager dans l'armée britannique en août 42. Alors, on voit ici sa carte de membre de la Jewish Legion, de la brigade juive. Ma mère est une des femmes qu'on voit au milieu. Alors, finalement, elle a été prise pour être conductrice de jeep et de camions et
elle a travaillé dans l'armée britannique comme chauffeuse. Et il y avait il y avait ou infirmière pour les femmes, ou infirmière, ou télécommunications, ou chauffeur, ou infirmière. Bon. Alors, elle a pris chauffeur et elle a rejoint l'armée britannique. Mais là, il y a quelque chose que je tiens à vous dire, que j'ai découvert beaucoup plus tard, c'est qu'elle s'est engagée dans l'armée britannique en août 1942. Elle s'engage dans l'armée britannique en août 1942. Maintenant, il y a un problème. Pourquoi? À part son frère Emmanuel qui est avec elle en Palestine, la majorité de la famille, Ainor, la famille c'est-à-dire le père de ma maman et des frères et des sœurs sont restés en France. Et quand elle s'engage dans l'armée britannique, et ça je l'ai découvert bien après, elle ignore tout à fait, quand elle s'engage en août 1942 dans l'armée britannique, qu'est-ce qui se passe en France à la même époque. Toute la famille est venue de Pologne en France dans les années 20. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, son père, qui est un grand rabbin, le rabbin il est Jacob Einhorn, on le voit ici au milieu, c'est mon grand-père. Il était rabbin, il a créé une synagogue avec le rabbin Frankfurter rue du Bourg-Thibourg, qui existe encore, cette synagogue, il y a encore son nom sur les murs. Et lui, il était très, très religieux, il était chassid. Maman était sioniste. Un des frères de ma mère, on voit ici à droite, Marcel, lui, il était du Bund, il était communiste. Il va rejoindre les FTP-MOI, les francs-tireurs et partisans. Il va mourir à Bergen-Belsen. Il va tuer beaucoup d'officiers allemands. On l'appelle le petit Marcel dans la 35e brigade FTP MOI à Toulouse, dans le sud. Et lui, il a un revolver et il doit liquider ou des hauts fonctionnaires allemands ou des collaborateurs. Et lui, il va mourir à Bergen-Belsen. Un autre frère, Maurice, qu'on voit au milieu, lui, il va être déporté à Auschwitz avec son père. En août 1942, il va être déporté avec son papa. Et une des sœurs de ma mère, Florette, qu'on voit ici, va être également déportée, mourir à Auschwitz. Et un des frères de ma mère, Mandel, lui va être dans l'armée française. Il va être pris comme prisonnier français, mais lui, il va rester dans un stalag et il va survivre. Mandel va survivre. C'est-à-dire que quand maman s'engage dans l'armée britannique, elle l'ignore tout à fait. Il y a très peu de contacts en lettres et c'est très difficile de savoir ce qui se passe en Europe. Mais par hasard, entre guillemets, elle s'engage dans l'armée britannique en même temps où une grande partie de sa famille est déportée et assassinée. Donc ça, j'ai découvert ça plus tard et ça m'a beaucoup influencé, la petite histoire dans la grande histoire. À Tunis, quand Rommel commence à avancer avec son armée, se présente un Allemand qui s'appelle Walter Rauff, qui vient pour parler avec Rommel. Et il lui dit, Monsieur Rommel, je suis Walter Rauff. Walter Rauff était responsable des camions à gaz de Chelmno. C'est lui qui a organisé le camp de la mort de Chelmno et les camions à gaz. Et il se présente à Rommel et il dit, j'ai fait un groupe que j'appelle Einsatzgruppen Égypte, groupe spécial Égypte. Quand toi, tu vas avancer ton armée vers l'Égypte et la Palestine, là, on arrive, nous, on va liquider les Juifs comme on a fait avec l'armée quand on a envahi l'Union soviétique. Il y avait 4 groupes de Einsatzgruppen en Russie, en Union soviétique. Là, on arrive, on tue les Juifs. Rommel l'envoie balader. Il dit, je ne veux pas entendre parler de toi. Rommel n'était pas aussi nazi que on voudrait bien le croire, mais Walter Rauff, avec son équipe, il repart en Grèce et il attend. Et finalement, on va voir qu'il va revenir. Walter Rauff, il y a des textes terribles sur lui. Il y a 2 écrivains
deux historiens allemands qui s'appellent Cuypers et Mellmann. Ils ont écrit en anglais, c'est beaucoup moins diplomatiquement correct, politically correct. Ça s'appelle La Palestine nazie. Et en français, ça s'appelle Croissant fertile et croix gammée. C'est un peu plus modéré. Et on va voir qu'est-ce que va faire Walter Rauff. Entre guillemets, là, à gauche, il y a ce qu'on voit là, c'est l'enterrement de Walter Rauff. Il va survivre, il va être enterré au Brésil. Et vous voyez que des nazis font le signe avec la main levée sur la tombe de Walter Rauff qui va mourir de bonne vieillesse bien après. Alors, c'est quoi le plan de Walter Rauff? C'est quoi son plan? Et c'était quoi l'idée qui s'est cachée derrière le fait que Walter Rauff vient se présenter à Rommel et heureusement que Rommel l'a envoyé balader. Alors, c'est en hébreu, mais je vais tout traduire. On va voir le rôle du Moufti de Jérusalem. Le Moufti de Jérusalem, Hadj el-Husseini, qu'on voit ici à droite avec Hitler, lui, il est poursuivi en Palestine, ensuite en Syrie, ensuite en Irak par les Britanniques pour être un fou islamique qui veut tout foutre en l'air, pas seulement les Juifs, mais également les Alliés. Et lui, il a un copain d'air, il va être à Berlin, la majorité de la guerre, il va être responsable à Berlin de la propagande nazie dans les pays arabes et au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Syrie et en Irak. Et il est beaucoup écouté. Alors, un de ses copains, qu'on voit ici en haut, sur la gauche, c'est Rachid El-Ghaliani. Lui, c'est en Irak, pro-nazi. Il veut tout faire pour chasser les Anglais de cette région-là. En plus, il y a les Français collabos, les gens de Pétain, l'armée française, mais la mauvaise armée française qui est en Syrie et qui menace également la Palestine britannique. Et Rachid El-Ghaliani, lui, se joint avec une propagande antisémite et pro-nazi, vraiment d'une façon incroyable. Un autre qui se joint à lui, il est au milieu, c'est Izzadim El-Qassam. Izzadim El-Qassam va être tué par les Anglais pendant la grande révolte arabe. Lui, c'est vraiment un assassin et un terroriste terrible qui organise des groupes pour tuer les Juifs, les Anglais, tout ce qui bouge, et avec une propagande pro-nazie incroyable. Dont les Palestiniens se revendiquent énormément aujourd'hui. Oui, alors Izzadim El-Qassam, c'est devenir aujourd'hui, les brigades Izzadim El-Qassam, c'est en son nom. Okay, à Gaza ou dans d'autres endroits, il y a des brigades Izzadim El-Qassam. Lui, c'était un énorme ennemi. Toute la propagande qu'on a aujourd'hui, islamiste radicale, c'est Izzadim El-Qassam. Mais il y en a un troisième qu'on voit en bas, qui a créé en 1928 un petit mouvement qui n'est pas tellement connu. Il a créé ça au Caire en 28-29. Ça s'appelle les Frères musulmans. Alors, il s'appelle Hassan El-Banna. Alors, vous le connaissez parce qu'il a un petit-fils qui est assez connu qui s'appelle Tariq Ramadan. Et l'atmosphère dans tous les pays arabes du Moyen-Orient, y compris l'Afrique du Nord, jusqu'au Maroc, il y a une propagande énorme et des fois c'est suivi, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais ça accroche. Mais surtout, il y a un plan incroyable, c'est ce qui a marqué ici dans un journal des années 1970, après la guerre des 6 jours, on a trouvé un officier anglais, un arabe qui habitait après la guerre des 6 jours, on l'a découvert du côté de Jéricho. Et lui, il était déjà assez âgé, mais il était officier britannique et il connaissait bien ce qui se passait avec El-Husseini, le Moufti de Jérusalem. Et il dit, il y avait un plan de créer à côté de Shrem, Jenin, de créer dans la vallée de Dothan un camp de la mort avec des crématoires, de tuer les Juifs par balle,
de tout le Moyen-Orient, c'est-à-dire de toute l'Afrique du Nord. Bien sûr, les Juifs de Palestine seraient abattus et bon, ben, c'est resté sur le papier, mais il faut bien comprendre que l'atmosphère en Israël, dans les années 42, il y a eu 200 jours qu'on appelle les 200 jours de panique. Il y a Ben Gurion est tout à fait paniqué parce qu'entre Rommel et Montgomery, Rommel gagne, Tobrouk, et on avance, et on avance, et on avance, et personne ne sait qui va gagner la bataille de El Alamein. Et en Israël, ça s'appelle les 200 jours de panique. Mais le monde arabe, autour du projet nazi, avec la propagande de Berlin en arabe et d'une force incroyable, il faut bien comprendre en Israël, c'est vraiment, vraiment, vraiment la panique. On appelle ça les 200 jours de panique. Et alors, il y a un plan. Le plan, c'est de ramener tous les Juifs de Palestine britannique, d'Eretz Israël. Si jamais Rommel arrive, on fait partir des femmes et des enfants peut-être vers Chypre en bateau et on se réfugie sur le Carmel et on fait ce qu'on appelle Masada sur le Carmel. C'est-à-dire, comme on s'est battu à Masada, la dernière forteresse contre les Romains, si Rommel arrive, on est foutu, on se réfugie sur le Carmel. Il y a déjà là-bas des fortifications qui existent encore. Les fortifications n'étaient pas contre Rommel, c'était surtout contre l'armée française pétiniste qui risquait d'arriver de Syrie pour essayer de battre les Britanniques. Ils ne sont jamais arrivés. Et même, il y a beaucoup de Juifs qui sont battus contre les Français, notamment Moshe Dayan qui a perdu un œil contre les pétinistes français qui se battaient en Syrie contre les Britanniques. Et il y a un plan de se réfugier sur le Carmel, en Galilée, et de combattre jusqu'au dernier dans des fortifications sur le Carmel. Ça, c'est incroyable, ce n'est pas tellement connu. Ça s'appelle les 200 jours de panique, c'est-à-dire depuis à peu près l'été 42 jusqu'à la bataille d'El Alamein en novembre 42. Il va y avoir une panique terrible en Israël et beaucoup de plus de gens vont s'inscrire dans l'armée britannique. Rommel arrive, Rommel arrive. Alors, nous, on sait que ça s'est bien terminé, que les Anglais ont gagné in extremis la bataille de El Alamein, mais les chercheurs demandent jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y avait un plan de tuer, si Rommel avait gagné, ça je peux signer la phrase que je dis, est-ce qu'il y avait un plan de tuer tous les Juifs d'Afrique du Nord? La réponse est oui. Alors, il y a une des raisons, mais qui n'est pas forcément vérifiée jusqu'au bout, c'est que dans la conférence de Wannsee, il y a marqué qu'en France, il y a 700 000 Juifs. Alors, il n'y avait que 330 000 Juifs. Alors, nous, il y a encore 400 000 Juifs en zone libre. Okay? Alors, on dit, Claude Sidbon, qui représente les Tunisiens en Israël, dit, c'est l'Afrique du Nord. C'est compté dans la conférence de Wannsee, dans les 11 millions de Juifs qu'on doit abattre. Le professeur Dan Michman, qu'on voit ici, qui travaille à Yad Vashem, n'est pas d'accord. Il dit que c'est peut-être une erreur d'écriture et que l'Afrique du Nord n'est pas comptée. Mais, quel que soit ce qu'on pense sur ce qu'on dit sur la conférence de Wannsee, sur les Juifs d'Afrique du Nord sont dedans ou pas dedans, voilà ce qui s'est passé en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, il y avait comme ça 85 000 Juifs en Tunisie, 40 000 en Libye, 120 000 en Algérie et à peu près 200 000 au Maroc. Et il y a un plan de mettre d'abord dans tous les pays, alors les Allemands vont occuper surtout la Libye où il y a les Italiens et la Tunisie, mais en Algérie, au Maroc, même en Tunisie et en Libye, il y aura des camps. Alors des camps qui sont des camps d'internement, il n'y a pas seulement que des Juifs, mais on prend tous les Juifs et surtout des hommes, il n'y a pas de femmes dans ces camps-là. Il y aura, et on commence à réunir les Juifs
le camp qui va ressembler le plus à ce qui se passe en Europe, c'est en Libye. Il y a un camp qui s'appelle Djado. Il y aura 3 camps. Un qui s'appelle Bouk avec 3000 hommes. Un autre qui s'appelle Sidi Azaz, il y a 3000 hommes. Et il y a le camp de Djado où il y aura des femmes, des hommes, des enfants, exactement comme un camp en Allemagne ou un ghetto en Allemagne. Et beaucoup de gens, à peu près 600 sur les 2600, vont mourir de faim, de maladie. Et de Libye, c'est un des pays où on va envoyer en Europe à peu près 500 personnes dans les camps de Bergen-Belsen. Ça, c'est le camp de Djado, qui était un camp horrible. Certains, les hommes étaient occupés à construire des voies ferrées pour les Allemands et les Italiens dominaient là-bas, mais les Allemands dirigeaient un peu les opérations. Ça, c'est le camp de Djado. 476 juifs de Libye qui avaient un passeport britannique ont été envoyés en Italie et de là-bas à Bergen-Belsen. Ils les ont tous gardés vivants, sauf 5 qui sont morts. Pourquoi ils les ont gardés vivants? Parce qu'à Bergen-Belsen, on gardait des prisonniers qui ont un passeport britannique pour les échanger avec des soldats allemands. Donc, c'était un camp d'échange. Il y avait la même chose en France à Vittel. En Tunisie, par contre, vous vous rappelez que Walter Rauff, qui voulait se joindre à l'armée de Rommel pour massacrer les Juifs le long du chemin, il a été envoyé par Rommel. Alors, il revient en Tunisie quand les Allemands occupent la Tunisie. Pourquoi ils occupent la Tunisie? Depuis novembre 42 jusqu'à mai 43, parce que tout le monde sait qu'il va y avoir un débarquement allié en Afrique du Nord bientôt. Donc, on amène les SS et là, il y a vraiment exactement comme en Europe, il y aura l'étoile jaune en Tunisie. On ramasse les Juifs, notamment la grande synagogue de Tunis. On fait venir les Juifs sous prétexte d'une réunion de la communauté juive. On arrête tous les Juifs, notamment les hommes, et on les envoie travailler dans 30 camps d'internement de travail très dur en Tunisie. Et voilà, ça c'est à Tunis, et on ramasse tous les Juifs, que des hommes, pour travailler dans des camps de travail terribles où des centaines vont mourir de travail, et très peu vont être déportés. Il y a seulement à peu près entre une trentaine ou une cinquantaine de gens qui vont être déportés de Tunisie vers l'Europe, notamment des gens liés à des mouvements de résistance, des Juifs. Mais il y aura surtout un recrutement pour travailler comme esclaves. Et il y aura un Judenrat, il y aura un conseil juif. Alors il s'appelle Paul Guez, certains d'entre vous bien sûr connaissent le nom, il est avocat. C'est lui qui va être nommé par les Allemands, c'est lui qui recrute, c'est lui qui doit donner, on lui demande, on veut 1000 esclaves, c'est toi qui, dans la communauté juive de Tunis ou ailleurs, dois trouver des esclaves. Et on a beaucoup de témoignages de ce qui se passe dans ces camps. C'était très, très difficile. On a un monsieur qui s'appelle Eliaou Shamak qui était de Sousse, okay, qui a travaillé qui a travaillé à Sousse dans un camp de travail terrible. Et ça, c'est en Tunisie, il y avait vraiment une présence SS allemande, beaucoup plus qu'en Libye où c'était surtout les Italiens. Et là, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en Europe. Albert Memmi en parle beaucoup dans sa statue de sel, je l'ai mis en hébreu, mais c'est la statue de sel de Albert Memmi, où il parle vraiment on sent le traumatisme des Juifs tunisiens de l'occupation allemande. Au Maroc, alors il n'y avait pas les Allemands, c'était les Français, les collabos. Alors le roi du Maroc, Mohamed, a aidé les Juifs, c'est ce que disent toute la communauté juive, mais il y avait des camps et des camps de travail, il y avait des camps d'internement, surtout entre 4000 et 10 000 Juifs ont été internés au Maroc dans les camps, notamment beaucoup de Juifs qui sont enfuis de Marseille, qui ont essayé de rejoindre le Maroc. Pourquoi le Maroc? Parce que du Maroc, on peut avoir l'Atlantique, on peut partir de Tanger, qui est du côté espagnol neutre, ou de Casa,
on peut partir vers l'Amérique puisque l'Atlantique est ouvert. Le problème, c'était d'avoir un visa pour entrer en Amérique. Mais il y a eu des réseaux d'évasion. Maintenant, Serge Klarsfeld a fait une étude, si déjà on parle de l'Afrique du Nord, qu'à peu près, la liste de Klarsfeld, 11% des Juifs de France déportés viennent d'Afrique du Nord. C'est-à-dire sur les 77 000 Juifs, à peu près 8 000 qui sont dans les listes de Klarsfeld, à peu près 8 000 viennent d'Afrique du Nord et on voit des listes avec des noms et Benzaken et ainsi de suite. Là, le travail qui a été fait, 10% des Juifs déportés de France viennent d'Afrique du Nord. Une histoire sur cette photo, elle est à Yad Vashem, la photo, c'est un mariage à Paris et la Kala, la mariée, a une étoile jaune, alors ça paraît un peu bizarre. Alors lui, le marié, il s'appelle Bernard Zilberman. Bernard Zilberman est né en France de parents polonais qui n'ont pas reçu la nationalité française. En 1939, il s'engage dans l'armée française comme volontaire et il dit « je ne peux pas habiter un pays sans servir dans l'armée ». Donc, il sert dans l'armée française en 1939. Il reçoit la plus haute médaille de l'armée française, la Croix de guerre. Et il se marie avec une jeune fille en 1942, puisqu'il y a déjà l'étoile jaune. C'est à la mairie du 12e. Alors, elle s'appelle Fortunée Behar. Son maman, Amar, est du Maroc. Son papa, Behar, est d'Égypte. Et je suis connu, pas seulement à Yad Vashem, pour dire je ne sais pas ce que c'est qu'un Ashkenaz, je ne sais pas ce que c'est qu'un Sfarad. J'ai un seul petit peuple juif. Alors, comme ils ont été déportés, mais pas tout de suite. Elle est enceinte. Ils sont déportés. Ils sont arrêtés en janvier 1943. On les met à Drancy. On ne les déporte pas. Pourquoi? Elle est enceinte. On ne déporte pas les femmes enceintes. On l'a fait accoucher à l'hôpital Rothschild. Et ensuite, on attend que la petite fille, Claudine, ait quelques mois. On la ramène à Drancy et on les déporte tous les trois. Et pourquoi lui, on n'a pas déporté avant? Il n'est pas enceinte, Bernard. Ah oui, mais il était héros de guerre. Merci la France. Alors, s'il est héros de guerre, il va être déporté avec sa femme et sa fille. Ils lui ont fait une faveur. De France, beaucoup de déportés, comme Young Perez, le boxeur, qui lui vient de Tunis, et Alfred Nakache, Freddy Nakache, le nageur. Freddy Nakache va survivre. Young Perez va mourir à Auschwitz. Freddy Nakache, lui, va survivre, mais sa femme et sa fille qu'on voit vont mourir à Auschwitz. C'est raconté par notre ami, c'est Chrono Libracha Noir Klieger, qui a beaucoup raconté sur ces gens-là. Et bien sûr, un des Marocains qui vont être déportés de France, c'est notre ami Maxi Libratis, dit Chrono Libracha, qui nous a quittés il y a à peu près 2 ans, un peu au début du Corona, qui est un des plus grands donateurs de Yad Vashem. Famille qui vient du Maroc, il a été déporté à Auschwitz, il a survécu et il a beaucoup réussi en tant que tailleur et c'est un des plus grands donateurs de Yad Vashem. Maintenant, qui a libéré Alger? Alger s'est libéré par des résistants juifs, notamment José Abilker et tout un groupe de juifs qui, avant que les Américains débarquent, quelques heures avant que les Américains arrivent, ont pris les ponts, les points principaux à Alger. Donc la résistance juive sort de l'ombre et beaucoup de juifs qui étaient proches des gaullistes et de la résistance anti-nazie, José Abilker va être un des ceux qui vont libérer Alger. Ensuite, il va partir pour se battre en Europe. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Eli Ankri, un Tunisien. Lui, il va s'évader d'un des camps de travail de Sousse et il va réussir à se cacher et à rejoindre l'armée des Alliés quand ils arrivent. Et lui, il va s'engager dans l'armée française libre et il va participer au débarquement en Normandie. Il va même arriver jusqu'à Berlin. Il va participer même, après le débarquement en Normandie, à la libération de Paris. À peu près, on pense, entre 3000 et 4000 jeunes juifs du Maghreb vont se joindre aux Français libres pour continuer à se battre en Europe. Et ça,
Vous voyez donc l'image du Moyen-Orient est sous la menace nazie. Si Rommel avait gagné, il est clair et net qu'aujourd'hui, on n'aurait pas compté de juifs, même en Afrique du Nord. Il y avait même, les Italiens ont commencé à tuer des juifs éthiopiens, des Kaisim, des rabbins juifs éthiopiens à Addis Abeba. Et il y avait un plan même que si le Moufti établit son camp de mort dans la vallée de Dothan, dans le nord d'Israël, en Galilée, on fasse même venir des Juifs de Aden. Il y avait même un plan de faire venir des Juifs vraiment de loin pour les massacrer dans la vallée de Dothan. Mais tout ça est resté complètement en l'air. Mais il faut bien comprendre ce qui pesait sur les Juifs d'Afrique du Nord et la Palestine, évidemment. Donc, il faut bien comprendre dans quel état d'esprit maman a fait son alia. C'est incroyable de décrire tu fais ton alia quand on est en plein dans une situation aussi terrible. Ce qui est marrant, c'est qu'à Marrakech, en 2018, au Maroc, il y a eu des riches américains qui travaillaient beaucoup avec le Maroc ont établi un musée de la Shoah à Marrakech. Et un an après, ça a été établi en 2018, ça a été détruit en 2019. Alors maintenant qu'on a de nouvelles relations avec le Maroc, peut-être qu'ils vont le monter, mais il y avait au Maroc, à Marrakech, un musée il y a marqué Holocaust Memorial Marrakech, et ce qui a été entièrement détruit. Et j'espère qu'ils vont le remettre sur place. Mais c'était intéressant, cette idée de mettre en Afrique du Nord un musée de la Shoah. Encore deux exemples extraordinaires. À Casablanca, il y a une dame extraordinaire, Hélène Cazès Benatar. Elle appartient à la HICM, c'est un groupe américain qui essaye de sauver le plus possible de réfugiés d'Europe pour les faire entrer en Amérique. Et ils ont des agences à Casa et ils essayent d'avoir des visas et de l'argent pour organiser un bateau et faire partir des Juifs. Et il y a quelques centaines de Juifs qui vont réussir à partir de Casablanca grâce à Hélène Cazès Benatar. Alors, le problème en Maroc, c'est surtout la spoliation. On a tout piqué aux Juifs. Ils n'étaient pas tellement riches. Et on a tout piqué aux Juifs. Il y a beaucoup de réfugiés qui viennent d'Europe. Il faut aider le plus possible. Et cette dame-là, Hélène Cazès Benatar, est une femme extraordinaire qui a réussi à faire évader beaucoup de gens de Casa. Il y en a une autre qui s'appelle Renée Reichmann-Gestetner. Alors, elle travaille à Tanger, Tanger, qui est dans la zone espagnole. Elle va organiser sous le couvert de la Croix-Rouge un réseau incroyable pour faire également évader des gens à partir de Tanger, mais pas seulement, avec de l'argent de la Croix-Rouge et d'autres organisations américaines juives, d'essayer d'aider les Juifs du Maroc qui sont dans une pauvreté terrible, jetés de partout à cause des lois de Vichy, des lois, et même s'ils sont plus ou moins protégés par le roi, ça dépend de quelle population. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Croix-Rouge espagnole, c'est ce qui est marqué ici en espagnol, Cruz Roja Española, René Reichmann-Gestetner va utiliser son poste à la Croix-Rouge à Tanger, qui est dans la zone neutre, pour envoyer des paquets à tous les prisonniers. Mais regardez où elle envoie le paquet. Alors, on voit, c'est envoyé au ghetto de Theresienstadt. C'est envoyé en Europe à des ghettos, c'est-à-dire qu'il y a une aide au-delà de la Méditerranée. Et maintenant, comment elle s'appelle? Reichmann, mais elle est née Gestetner. Alors, tous ceux qui ont à peu près mon âge savent ce que c'est que les machines Gestetner. C'est une famille juive qui a inventé des machines à imprimer. Aujourd'hui, quand je dis Gestetner à des jeunes, ils ne savent pas de quoi je parle exactement. Mais René Reichmann Gestetner à Tanger va organiser un réseau extraordinaire d'aide
aux Juifs. La Shoah en Afrique du Nord va être ressentie. Alors là, on est à Rabat et il y a une Haggadah de Hitler, la Haggadah de Hitler. De même qu'à Purim, ils ont écrit un texte à la place de Haman, on dit Hitler. Il y aura une Haggadah qui raconte, qui est basée sur les événements de la Shoah. Et ça, c'est en Afrique du Nord, c'est à Rabat. Le monsieur, il s'appelle Nissim Ben Shimon, Simon le coiffeur. Il y a même son adresse à Rabat. Et donc, le poids de la Shoah en Afrique du Nord, d'après moi, est beaucoup plus important. Bien sûr qu'après qu'on a découvert ce qui s'est passé en Europe, alors il y a des comparaisons, c'est moins grave, c'est ce qui est vrai. Il y a moins de gens, mais il y a la menace, il faut bien comprendre, c'est ce que dit Albert Memmi, la menace qu'il y avait sur le judaïsme et sur la Palestine britannique était énorme. Finalement, on va terminer, j'ai encore quelques minutes. Ma maman va se retrouver donc en Afrique du Nord. En général, ce sont les femmes vont arriver surtout jusqu'en Libye et pas plus loin. Les hommes vont continuer à se battre pour rejoindre l'armée alliée qui débarque en Afrique du Nord. Et beaucoup de gens de la brigade juive, mais que des hommes, vont passer ensuite en Europe et vont continuer à lutter en Europe contre les nazis. Et surtout, quand la guerre va terminer, les gens de la brigade juive vont essayer d'organiser la alia illégale, la montée illégale contre les Britanniques qui nous empêchaient d'arriver, comme le bateau Exodus et tout ça. C'est des gens, il y a beaucoup de gens de la brigade juive qui vont participer à cette alia. Mais ma mère m'a raconté qu'en Égypte et en Libye, quand elle arrivait avec des soldats d'Eretz Israël, bien qu'ils aient l'habit britannique, l'uniforme britannique, ils avaient sur l'épaule le Magen David. Il y avait marqué Brigade juive, Jewish Legion, et il y avait le Magen David. Ils avaient le droit de mettre sur leur épaule le signe, des signes juifs, notamment la Magen David, la Brigade juive. Et ils ont été reçus dans toutes les communautés d'Afrique du Nord, c'est ce que m'a raconté maman, comme le Messie, comme des anges venus du ciel qui viennent, et ils ont vraiment été, c'est ce qu'on voit dans la photo, ils ont été reçus d'une façon extraordinaire. Aujourd'hui, et je vais terminer avec ça, il y a à Saint-Jean d'Acre, à Akko, en Israël, une synagogue qui est la synagogue tunisienne qui s'appelle Or Torah. Et dans la synagogue, il y a un musée. Et dans le musée, il y a toute l'histoire de ce qui s'est passé en Afrique du Nord, de les nuages noirs, la menace nazie sur l'Afrique du Nord. Voilà, alors j'ai terminé. Tout ça, bien sûr, puisque ma maman a gagné la bataille de El Alamein, ça n'a pas eu lieu, mais il est clair que ma maman a fait son alia à une période de peur incroyable, où on ne sait pas où on va. Est-ce que Rommel va arriver? Qu'est-ce qui va se passer dans toute l'Afrique du Nord? Une propagande nazie terrible, beaucoup plus importante que ce qu'on peut penser. Les deux historiens, Cooper et Melman, que je vous conseille de lire, la Nazi Palestine, ou en français Kouagame et le Croissant, c'est des livres très importants à lire pour voir à peu près l'atmosphère dans laquelle ma maman a fait son alia. Elle est repartie en France en 1946, quand elle a été libérée de l'armée. Pourquoi? Mon papa, qui était dans la résistance française, l'unité FFI, papa a épousé au début de la guerre une jeune fille, Déborah Lirt, qui a été déportée alors qu'elle était enceinte. Mon père était au camp de Égletons. Il s'est évadé du camp pour essayer de sortir du camp de Nexon où il était, mais il n'a pas réussi. Donc, il était veuf. Il a découvert plus tard que quand ils l'ont déporté, il était enceinte. Et il voulait se remarier. Et mes parents se connaissaient d'abord de la ville en Pologne où ils sont nés, à Gorlitz. Les deux familles étaient liées. Ils habitaient pas loin dans la rue 10-12 rue des Deux Ponts. Les familles se rencontraient. Et papa a écrit une lettre d'amour à maman. Regarde, je veux refaire une famille.
est-ce que tu es prêt à venir en France pour m'épouser? Alors, pourquoi elle devait revenir en France? Parce que papa a dit que pour retrouver des survivants, il allait tous les jours à l'hôtel Lutetia, que vous connaissez, pour voir qui est revenu, qui n'est pas revenu. Et c'était plus facile pour retrouver des survivants de rester à Paris. Donc, maman est venue, elle a répondu à la lettre d'amour de mon père. Et c'est comme ça que je suis né à Paris en 1948. On n'est pas tout de suite revenu en Israël. Mon père était très ben-gourioniste, très sioniste. Ma mère, évidemment, voulait bien revenir ses amours d'Eretz Israël. Finalement, la vie a fait mes parents commençaient à travailler. Et puis après, on m'a dit, tu finis le bac et tu pourras partir. Donc, j'ai fait mon alia en 1968. J'étais parmi les premiers à habiter dans la vieille ville de Jérusalem. On cherchait des volontaires. Le Kotel n'était pas encore, l'esplanade du Kotel n'était pas encore bien faite. Et je me rappelle que quand je suis arrivé à Jérusalem, j'ai fait mon déménagement. Il y a un camion qui nous amenait jusqu'à la vieille ville, mais on ne pouvait pas rentrer dans la vieille ville parce qu'il n'y avait pas encore de route tout à fait faite. Alors, il y a un vieil arabe qui parlait yiddish, en plus, parce qu'il avait travaillé avec des juifs dans le Yishuv Yashan, avant 48. Il a un vieux monsieur et il nous a fait le déménagement avec 5 ânes. J'ai fait mon déménagement avec 5 ânes. Ça paraît un peu messianique. Voilà l'histoire de ma maman qui m'a beaucoup influencé. Et après, ma mère, je l'ai fait revenir en Israël bien plus tard. Elle était déjà un peu plus âgée et elle était toujours étonnée. Qu'est-ce que ça a grandi? Qu'est-ce que ça a grandi? Elle avait dans la tête toujours la Palestine britannique de 1936-40, qui n'était pas non plus un truc extraordinaire. Et d'un coup, dit, qu'est-ce que comment ça s'est développé? Voilà ce que c'est de faire son alia en 1936. C'est dans ma tête. Je voulais rendre hommage à ma maman et donner une image globale de ce qui s'est passé au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Il faut ouvrir vos micros. Voilà. Merci. Les micros ne sont pas ouverts, mais le chat est ouvert. En tout cas, Shlomo, effectivement, comme prévu, à travers, cette fois-ci, pas à travers la grande histoire, on n'a pas eu la petite histoire, mais le contraire, à travers l'histoire de ta maman, je crois que tu nous as ouvert un Tsoar, tu nous as ouvert une lucarne vers pas mal de choses, vers un peu cette notion beaucoup moins connue de la présence allemande en Afrique du Nord et des dégâts qu'elle a causés en vrai. Et aujourd'hui, on commence à en avoir de plus en plus d'informations et de plus en plus de dossiers, bien que le Mercar, bien que la recherche soit très lente, mais je crois que c'était important de mettre l'accent là-dessus, d'autant plus que le 9 décembre, je crois, sera marqué à Jérusalem, comme d'habitude, le début de l'occupation allemande en 1942 de la Tunisie, avec notre ami Silbon dont tu as parlé. Quelques jours après, à Paris aussi, au mémorial, une cérémonie qui marque aujourd'hui les 600 ou 700 personnes qui, de façon indirecte, à travers l'occupation allemande, ont péri, soit dans les camps, soit pour différentes raisons. Je crois qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire sur ton histoire personnelle, mais modestement, tu as voulu. Je n'entends pas là. Non, oui, il est coupé, Avi. Avi? Oui. C'est ça? Ah, ça va, oui. Là c'est bon. Alors, je raccourcirai juste mes remerciements à Shlomo. Je crois que vous suivez le chat où les gens vraiment nous remercient de l'intérêt, de l'intérêt profond, du détail et du fond des choses qu'on a appris ce soir. Donc, je ne parlerai pas plus longtemps parce que mon micro n'est pas bon. Merci encore à toi, Shlomo. Merci à vous tous. Un bon Shabbat Shalom d'Israël. Et nous, on se retrouve dimanche à 11h, heure de Paris. Oui. Au revoir et joyeux Hanouka. Merci beaucoup, Shlomo. À très, très bientôt. תודה רבה, שלמה. היה מאוד בבקשה. מעניין, מאוד. להתראות, שבת שלום. שלום.